Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde, qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand un meurtrier s'évade de prison à 2 reprises, avec un seul objectif en tête, il était prêt à tout pour mener à bien sa mission, trouver et tuer son ex-femme qu'il détestait. le FBI se mobilise. Je m'étais dit que cette fois, M. Santobi serait plus futé. Il avait réfléchi et avait eu le temps d'élaborer un plan. Je l'ai regardé appuyé sur la détente et j'ai senti l'impact. J'ai vu Santobi disparaître dans la nuit. Enquête. FBI. Gulfport, Mississippi. Le soir du 16 septembre, Cheryl Santobi appelle la police. Son ex-mari, Mario, rôde autour de sa maison. Hi, this is Cheryl Santobi. Cheryl a obtenu une injonction contre Mario. Il ne peut pas s'approcher d'elle et de leur fils de 6 ans. À l'arrivée des policiers, Mario a disparu. Mais plus tard cette nuit-là, il revient. Elle s'est ruée dans la chambre de son fils, a fermé la porte à clé et a appelé le 911. Comme il n'y avait pas de réponse, elle a tenté de recomposer le numéro. Mais Mario a été en mesure d'entrer de force. Il a posé une arme contre sa tempe pour les obliger, elle et son fils, à partir avec lui. Le lendemain, les policiers se sont précipités chez Cheryl après que ses parents, affolés, eurent appelé le 911. Aucune trace de Cheryl et de son fils. La police soupçonne Mario Santobi, 29 ans, de les avoir enlevés. L'enlèvement est un crime fédéral et dans un cas comme celui-ci, il faut agir rapidement. Chaque fois qu'on enquête sur un enlèvement et qu'on sait que la victime a traversé la frontière de l'État, on avise les autorités fédérales pour qu'elles collaborent, qu'elles participent à l'enquête et qu'on ait accès à leurs ressources. Le service de police de Gulfport communique avec le FBI. Steve Callender, un agent spécial chevronné, s'empare de l'affaire. Il ignore si Cheryl et son fils sont en vie, mais sait qu'il est impératif de localiser Mario Santobi. Première question, où est-il? Deuxième question, que dois-je faire pour le trouver? Pour trouver Mario Santobi, l'agent spécial Callender doit comprendre la façon de penser du suspect. Dans sa vie publique, Santobi est un héros. Un pompier avec une formation en plongée de sauvetage, reconnu pour son service exceptionnel. Il est également amateur de plein air et possède d'excellentes connaissances de techniques de survie. Mais qui est-il vraiment? L'agent spécial Callender se tourne vers ses collègues spécialisés dans le profilage. On a communiqué avec l'escouade d'analyse comportementale de Quantico en Virginie pour qu'ils nous aident à établir le profil de Mario Santobi, afin qu'on comprenne quel genre d'individu il était. Ça n'avait rien de rassurant. Armé, extrêmement dangereux, ayant accès à des armes, couteaux, carabines, pistolets. Une facette de sa personnalité était très sombre, obsédée, avec des antécédents de violence physique et verbale contre son ex-femme et son enfant. Quelques mois plus tôt, Santobi avait accepté un emploi lucratif dans un service des incendies situé à 250 km de là. Mais il a été congédié après avoir été arrêté pour vol à l'étalage. Il a déversé sa rage sur Cheryl, l'accusant d'être infidèle. Il l'a battue et violée. Je me rappelle que Cheryl Santobi s'était présentée au poste parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Tout portait à croire qu'elle était victime de violence et elle avait peur pour sa vie. Elle a donc présenté une demande d'injonction au tribunal. Le jour où elle a présenté la demande d'injonction,
Cheryl a aussi demandé le divorce. Mario était furieux parce qu'il considérait que c'était une trahison. Il était déterminé à l'empêcher de partir. Je crois qu'obsession serait le mot juste. En interrogeant sa famille, on a appris que les difficultés du couple et le divorce imminent représentaient le creux de la vague dans sa vie. Il ne le supportait pas. Le 20 septembre, 4 jours après leur disparition, toujours aucun signe de Cheryl et de son fils. Alors que la chasse à l'homme se poursuit, St. Toby agit de façon inattendue. Il doit comparaître devant la cour de Pearl, au Mississippi, relativement aux accusations de vol à l'étalage. Contrairement à ce que supposait le FBI, St. Toby se présente. Quand il s'est présenté, ça a été la surprise. Pour la police, ça équivaut à gagner à la loterie. La police locale et le FBI arrêtent St. Toby sur le champ et le somment de leur dire où se trouvent sa femme et son fils. Il leur dit qu'ils attendent dans une station-service. Cheryl St. Toby avait le visage contusionné, un œil au beurre noir, des coupures. Au départ, elle refusait de parler. Mais au cours des heures et des jours qui ont suivi, on a fini par savoir ce qui s'était passé exactement. Cheryl déclare qu'après les avoir enlevés, St. Toby leur a fait faire une expédition terrifiante de 3 jours à travers le Mississippi, la Louisiane et le Texas. Ça a été un véritable enfer. Cheryl St. Toby a été battue et agressée sexuellement devant son jeune fils pendant l'aller-retour de 3 jours de Gulfport au Texas. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle a vécu. St. Toby a aussi forcé Cheryl à appeler son avocat pour mettre fin aux procédures de divorce. Après avoir entendu le récit horrifiant, les enquêteurs ont arrêté Mario. Mais ce dernier insiste, il n'a rien fait de mal. Il faisait une excursion en famille. Mario St. Toby était convaincu qu'il n'avait commis aucun crime, qu'on ne pouvait pas l'arrêter et qu'il se réconcilierait avec sa femme et son fils. Pour lui, il s'agissait simplement d'un petit voyage, des vacances, si vous voulez. Le jury n'était pas du même avis. En septembre 1995, Mario St. Toby est reconnu coupable d'enlèvement, de cambriolage et de voies de fait graves. Il est condamné à 40 ans d'emprisonnement dans le pénitencier d'État de Parchman, au Mississippi. En prison, St. Toby nourrit sa rage envers Cheryl et les forces de l'ordre. Il ne souhaite qu'une chose, sortir de prison coûte que coûte pour se venger de son ex-femme. Le mot qui décrit le mieux Mario St. Toby est déterminé. Il planifiait soigneusement chacune de ses actions. Il voulait s'assurer de commettre le moins d'erreurs possible. C'est déstabilisant d'avoir affaire à un homme comme ça. Pour St. Toby, l'occasion se présente en 1998, 2 ans et demi après le début de sa peine. Il se lie d'amitié avec un détenu de 19 ans, Jeremy Granberry, qui a tenté de s'évader à quelques reprises. Mario manipule Granberry de façon à s'immiscer dans une audience à venir. Mario a convaincu Jeremy Granberry de se servir de lui comme auteur des cambriolages dont Granberry est accusé. St. Toby écrit à l'avocat de Granberry pour lui demander de l'inscrire à la liste des témoins. St. Toby se retrouve donc sur la liste des témoins pour l'audience de Granberry, ce qui veut dire qu'on doit le conduire dans le comté de Jones en compagnie de Granberry. St. Toby était en prison quand Granberry a commis ses crimes, mais personne n'a vérifié les dates.
Il prévoit donc quitter le pénitencier pour l'audience et est déterminé à se venger de sa femme. Quand Mario Centobi a été condamné à 40 ans de prison, on a tous cru qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Malheureusement, on avait tort. Le 25 juin 1998, pénitencier d'État de Parchman. Après seulement 2 ans et demi de prison pour avoir enlevé et agressé son ex-femme, Mario Centobi s'apprête à s'évader. Son objectif, faire payer Cheryl Centobi pour l'avoir envoyé derrière les barreaux. Dès son arrivée à la prison de Parchman, Mario Centobi était prêt par n'importe quel moyen à se sauver. On conduit Centobi et son co-détenu Jeremy Granberry à une audience. Le shérif Maurice Hooks est chargé du transfert. Comme il connaît Granberry en raison d'une arrestation précédente, il lui enlève les menottes pour le voyage qui durera 5 heures. Le shérif connaissait assez bien Jeremy Granberry qui ne lui avait jamais causé d'ennui. Il avait toujours été un détenu modèle, mais il ne connaissait pas du tout Mario Centobi. Bien qu'il n'y ait pas de grille de protection derrière le siège avant, le shérif retire aussi les menottes de Mario Centobi. À mon avis, si le shérif Hooks avait su à quel genre d'homme il avait affaire, qui était Mario Centobi, les choses se seraient passées différemment. Ray Butler, un shérif à la retraite et ami de Hooks, les accompagne. Ils roulent en autopatrouille non identifiée dont le pare-choc arrière nécessite des réparations. Après quelques heures de route, vers 14 heures, le shérif Hooks s'arrête à une station-service pour de l'essence, un café et un arrêt aux toilettes. Hooks permet à Centobi et Granberry de l'accompagner. Ray Butler reste dans la voiture. Il autorise Centobi et Granberry à aller aux toilettes. Ils retournent à la voiture où Ray Butler les attend. Le shérif Hooks arrive peu après. Au moment où le shérif Hooks s'assoit, Granberry s'élance brusquement vers lui fait une prise de tête et le tire sur la banquette arrière. Centobi s'empare du pistolet du shérif avec lequel il le frappe. Les 2 hommes poussent le shérif au pied de la banquette arrière. N'étant pas armé, Ray Butler ne résiste pas. Granberry prend le volant et se dirige vers le sud. Ils cherchent un endroit reculé où ils pourront se débarrasser de leurs otages. Ils sont passés devant une vieille grange. C'est à ce moment qu'ils ont menotté le shérif Hooks à un poteau dans la grange. Ils ont menotté Ray Butler à un autre poteau. Les prisonniers ouvrent le coffre de la voiture et y trouvent exactement ce qu'il leur faut. Selon nos informations concernant les armes qu'ils avaient prises au shérif, il y avait un fusil, une carabine, 2 pistolets dont un de calibre 45. Les fugitifs partent à toute vitesse. On ne trouve les 2 policiers que le lendemain. Centobi et Granberry sont déjà loin. Ce soir-là, à 320 km du pénitencier d'État de Parchman, le capitaine Cecil Lancaster du service de police de Tuscaloosa rentre chez lui après une réunion. Il est environ 19 h, il faisait encore jour. Soudainement, il remarque une autopatrouille non identifiée avec une plaque d'immatriculation du Mississippi. Elle n'a plus de pare-choc arrière. Le capitaine Lancaster se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Après une hésitation, il décide de l'obliger à s'arrêter. Je suis resté assis à les regarder quelques secondes, bien que ça m'ait paru une éternité. Le chauffeur n'a jamais retiré ses mains du volant et le passager ne s'est jamais retourné. Ils avaient tous les 2 le regard fixé droit devant eux.
Lancaster sort de sa voiture en les surveillant attentivement. Tandis que Lancaster approche de la vitre arrière, côté conducteur, Santobie se retourne, un pistolet à la main. Je l'ai regardé appuyer sur la détente. J'ai vu un projectile noir sortir du canon. Plusieurs personnes ne me croient pas, mais j'ai bel et bien vu la balle quitter l'arme. Puis j'ai senti l'impact. Je me suis replié et j'ai roulé pour échapper à sa ligne de mire et c'est là que j'ai senti le second impact. Lancaster se dirige tant bien que mal derrière la voiture. Il est hors de la ligne de mire, mais pas hors de danger. J'ai vu les feux de marche arrière s'allumer. Ça m'a mis en colère. Non seulement avait-il essayé de me tuer, mais voilà qu'il voulait m'écraser. J'ai eu la force de sortir mon arme. J'ai tiré une balle vers la lunette arrière. Quand j'ai tiré une seconde fois, ils ont fait marche avant et ont pris la fuite. Santobie et Granberry s'échappent encore une fois. À près de 5 km de là, ils abandonnent la voiture et en volent une autre. Santobie est déterminé à ce que rien ne l'empêche de mener à bien son plan. Trouver son ex-femme, Cheryl. Le lendemain, 22 heures. Chris Long, un policier de Moody, en Alabama, a été prévenu de la fuite de 2 prisonniers. Remarquons que son collègue Keith Turner procède à un contrôle routier. Tout le monde croit qu'un contrôle routier est un travail de routine, mais pas moi. Chaque contrôle est différent. D'un contrôle à l'autre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il décide de faire demi-tour et de lui offrir de l'assistance. J'ai entendu 2 pow, puis 2 autres. Cette fois avec un écho bien distinct. Je savais que c'était des coups de feu. Lorsqu'il s'approche, Long aperçoit l'agent Turner étendu sur le sol. Un homme se penche sur lui. Mario Santobie. Je me suis garé à peu près ici. Puis je suis sorti de la voiture, arme à la main. J'ai vu Keith étendu par terre. Jeremy Granberry se sauve dans la noirceur de la nuit. Mario Santobie n'est pas loin derrière. Il est parti en courant. Quand il est passé près de cet arbre, j'ai vu son bras descendre devant lui à un angle d'environ 45 degrés, puis remonter. J'ai cru qu'il dégainait. Et tout d'un coup, une douille de balle est tombée sur le toit de la voiture. J'avais tiré. J'imagine que c'était l'instinct. Je ne me rappelle même pas avoir appuyé sur la gâchette. L'agent Long se précipite aux côtés de Turner. Je l'ai examiné du mieux que j'ai pu. Il ne disait rien. Je l'ai secoué. Il a émis un son, comme un dernier soupir. Au moment où Long relève la tête, Granberry et Santobie ont déjà disparu. Et j'ai vu Santobie disparaître dans la nuit. L'agent spécial Larry Borghini, basé à Gadsden, en Alabama, est stupéfait d'apprendre que Mario Santobie est de nouveau en cavale et qu'il a tué un agent de police. J'étais dans la région depuis un certain nombre d'années et je connaissais M. Turner. Quand on répond à ce genre d'appel, on agit avec professionnalisme, mais en même temps, on est attristé par les événements. Le FBI se mobilise rapidement et dépêche des agents et plusieurs équipes tactiques. L'agent spécial Borghini établit un centre de commandement non pas sur les lieux du crime, mais plus loin sur la route pour s'assurer que l'escouade canine puisse faire son travail. On veut éviter de contaminer les pistes que les individus ont laissées pour que les chiens puissent les suivre.
L'agent Long avise l'agent Borghini que Granberry et St-Aubie ne se sont pas sauvés dans la même direction. St-Aubie est parti vers le nord et Granberry vers le sud. Par une nuit noire, on entreprend les recherches avec prudence. Au départ, la situation était très dangereuse. Ils s'étaient sauvés dans une zone où ils auraient pu facilement se cacher dans les buissons. Il fallait être très prudent, car ces hommes avaient prouvé que lorsqu'ils se retrouvaient face aux forces de l'ordre, ils recouraient à la violence. Les équipes tactiques du FBI commencent par parcourir les périmètres nord et sud. Sur ce terrain boisé et marécageux, les fugitifs ont l'avantage. Il incombe également au FBI de faire un appel à Gulfport, au Mississippi, pour prévenir Cheryl St-Aubie que son ex-mari est en cavale. Le FBI fera tout en son pouvoir pour l'arrêter, mais craint pour la vie de Cheryl St-Aubie. Moody, Alabama, le 28 juin 1998. Depuis 3 jours, Mario St-Aubie s'est évadé de prison, a kidnappé 2 policiers et en a assassiné un autre. Mais son premier objectif est de retracer son ex-femme, Cheryl, pour la tuer. Rapidement, les agents la placent en garde préventive avant que St-Aubie ne la trouve. Cheryl St-Aubie a été placée en lieu sûr, car son ex-mari avait clairement laissé entendre qu'il souhaitait la retrouver et qu'il avait l'intention de lui faire du mal. C'était des inquiétudes tout à fait justifiées. Cheryl St-Aubie avait vécu dans la peur pendant des années avec son mari. Il lui avait dit que si jamais il se faisait capturer, il trouverait le moyen de la retrouver. Lors du premier jour complet des recherches pour retrouver St-Aubie et son complice, Jeremy Granberry, on avise les médias locaux que les 2 fugitifs sont armés, désespérés et prêts à tuer. On ne savait pas s'ils se cachaient dans les buissons à attendre l'arrivée des policiers. Quelqu'un aurait pu en toute innocence leur offrir de les conduire quelque part. Ou encore St-Aubie et Granberry auraient pu voler ou détourner une voiture. Le FBI commence par délimiter un périmètre de 23 km², espérant ainsi empêcher les fugitifs d'aller trop loin. Les agents se séparent le terrain et entreprennent une recherche méthodique. L'agent Borghini a à sa disposition les équipes tactiques du FBI, les ressources des agences du gouvernement et de la police locale. En tout, plus de 50 agences participent à cette chasse à l'homme. On était armés de fusils d'assaut et de pistolets et équipés de lunettes de vision nocturne et de gilets pare-balles. L'agent spécial Green de la division d'Atlanta comprend très vite que St-Aubie est un adversaire redoutable. C'est un amateur de plein air qui savait utiliser les armes. Il connaissait aussi des techniques de survie. On savait qu'un tel individu, qui s'était donné pour mission d'échapper aux forces de l'ordre pour retrouver son ex-femme qu'il détestait et qu'il voulait tuer, était si fortement motivé qu'il ferait n'importe quoi pour mener à bien sa mission. Les policiers établissent des points de contrôle au cas où les fugitifs prendraient des otages et les forceraient à les conduire au-delà du périmètre. Ils vérifient tous les véhicules dont les entrées et les bretelles de sortie des autoroutes de la région. Vers 14 h, après 15 heures de recherche, les limiers flairent enfin une piste. Armes à la main, les enquêteurs approchent d'une roncière dense. Jeremy Granberry les aperçoit. Il savait bien qu'on allait le capturer. C'est à ce moment qu'il a lancé son arme loin de lui, pour sa propre sécurité, car il savait que si les policiers approchaient un homme armé, il y avait de bonnes chances qu'il tire. On met rapidement Granberry en état d'arrestation. Mais Mario St-Aubie est toujours en cavale. En interrogeant Granberry, les agents sont informés des techniques qu'emploie St-Aubie pour leur échapper.
Suntoby traversait des ruisseaux et des cours d'eau. Il croyait qu'en se frottant avec des aiguilles de pin et en se cachant dans les pinèdes, l'odeur serait assez forte pour masquer la sienne, de façon à ce que les chiens ne trouvent pas sa piste. Monsieur Suntoby n'avait rien de l'évadé typique. Des unités tactiques armées jusqu'aux dents et ralenties par un équipement pesant 27 kilos, pataugent dans la boue et l'eau, avancent à travers les ronces en évitant les serpents par une chaleur humide. Mais Suntoby réussit à maintenir son avance. Pendant les jours qui suivent, on signale qu'il est entré par effraction dans des maisons. Il vole de la nourriture au fond des tablettes des réfrigérateurs, espérant que personne ne le remarquera. Il fait sa toilette et nettoie tout derrière lui. Il s'est douché, s'est lavé, puis s'est débarrassé de tous les articles qu'il a utilisés pour que personne ne remarque qu'il s'était servi d'une serviette ou d'un savon. Les craintes du FBI se concrétisent. Suntoby tente de communiquer avec son ex-femme Cheryl. Il l'appelle avec un téléphone cellulaire qu'il a volé au shérif Hooks, mais n'arrive pas à la joindre. Après 5 jours de recherche, il n'y a toujours aucune trace de Suntoby. L'équipe de sauvetage d'otages du FBI arrive sur les lieux. Ils fouillent la forêt avec des torches électriques et un hélicoptère muni d'un projecteur de recherche. Ils ne trouvent pas Suntoby, mais découvrent une empreinte qui correspond aux bottes que le pénitencier remet aux détenus. Ils savent qu'ils sont sur la bonne voie, mais Suntoby continue de leur filer entre les doigts. Le 4 juillet, après plusieurs jours dans les bois, il quitte le périmètre. Daniel Alexander est au téléphone à une station-service sur la route 78, 3 km au nord du périmètre du FBI. Suntoby sort du bois derrière la station-service, s'approche d'Alexander et dégaine son arme. Il menace de tirer si Alexander ne le conduit pas à l'extérieur de la ville. Terrifié, Alexander emprunte l'autoroute 20. Pour se calmer, M. Alexander s'est mis à parler de la Bible, de Dieu. Il a fait jouer de la musique religieuse. Il semble que Suntoby aussi était moins agité. Ils ont écouté des enregistrements de textes sacrés toute la nuit en roulant vers le sud. Ils ont mangé dans un restaurant minute et ont acheté de l'essence. Suntoby a prévenu Daniel Alexander de ne pas éveiller les soupçons et de ne pas conduire de façon à attirer l'attention de la police, ou il le tuerait. Suntoby se trouve maintenant à moins de 5 heures de route de sa cible, son ex-femme Cheryl. Le 5 juillet 1998, Mario Suntoby est en cavale depuis 10 jours. Il a tué un policier et en a blessé 3 autres. Il n'est qu'à quelques heures de son ex-femme, Cheryl, et il a une idée fixe. La trouver et la tuer. Il a pris un homme de 32 ans en otage, Daniel Alexander, pour qu'il le conduise à Gulfport, dans le Mississippi. Mais Alexander a une idée pour se tirer d'affaire. Tôt ce matin-là, il explique à Suntoby qu'il a besoin de se reposer après avoir roulé toute la nuit. Il s'arrête à un resto-route, à la frontière du Mississippi. Alexander s'allonge et fait semblant de dormir. Suntoby est sorti du véhicule pour aller aux toilettes. Daniel Alexander a saisi l'occasion pour mettre la voiture en marche et quitter la région afin d'échapper à Suntoby. Suntoby est laissé en plan sans voiture. Mais il ne renonce pas à sa mission. Il fait du charme à une famille de touristes hispanophones qui lui offrent de l'emmener en voiture. Monsieur Suntoby a engagé la conversation avec eux en espagnol. Il les a convaincus de le laisser monter dans la voiture. Il se dirigeait vers l'ouest. Un gardien qui se trouvait au resto-route reconnaît Suntoby et appelle la police. Un conducteur indique avoir vu Suntoby monter dans une fourgonnette qui roulait vers l'ouest. Les autopatrouilles affluent sur l'autoroute à la recherche de la fourgonnette. 30 minutes plus tard, ils l'aperçoivent. La police du comté de Jackson contraint la fourgonnette à s'arrêter à une sortie
À quelques kilomètres seulement de la maison de Cheryl St-Aubie. St-Aubie sait qu'il ne pourra pas s'échapper. Il abandonne son arme et se rend. L'agent spécial Larry Borghini, qui supervisait la recherche, soupire de soulagement. Au bureau du shérif, le FBI interroge St-Aubie au sujet de son évasion et du meurtre de l'agent Turner. Mais dès qu'il est question de l'agent Lancaster et du meurtre de l'agent Turner, St-Aubie reste silencieux. I found it real insulting as a man when my wife had just a mouth all over these other guys. St-Aubie ne veut parler que de sa haine pour son ex-femme. Il affirme qu'elle mérite d'être battue parce qu'elle a été infidèle. It just disgusted me that she put her mouth on these other men. So I slapped her in the mouth and defended her. And I was jealous that she put her eyes on another man's body. So I slapped her in the face like that, across the nose, and that pushed on her eye, and it blacked her out. So I'm guilty 40 years. 40 years for slapping my wife twice. Well, I should have killed her. But I couldn't kill her, that's my... I hate myself now that I still love. St-Aubie parle d'avoir tiré sur les policiers avec un calme effroyable. Maintenant que le fugitif a été arrêté, Cheryl St-Aubie semble enfin en sécurité. Les agents sont prêts à clore l'affaire. À la suite de l'une des plus importantes chasses à l'homme dans l'histoire de l'Alabama, Mario St-Aubie a été capturé et ramené dans le comté d'Ottawa. Il allait être inculpé en Alabama. J'espérais ne plus jamais entendre parler de Mario St-Aubie. Mais le vœu de l'agent spécial Borghini ne se réalisera pas. Le 8 octobre 1998, 4 mois après l'évasion de St-Aubie. Alors que l'agent du FBI Larry Borghini se rend au bureau, il remarque que la prison du comté d'Ottawa est en état d'alerte. Il y avait des autopatrouilles à toutes les intersections. Puis, Borghini apprend une nouvelle consternante. Mario St-Aubie n'était pas dans sa cellule durant la ronde du matin. Je n'arrivais pas à y croire ni à concevoir comment un tel événement, une autre évasion, avait pu se produire. Le directeur des services correctionnels de la prison, Johnny Grant, est tout aussi stupéfait. St-Aubie avait planifié son évasion avec ingéniosité. La veille, Mario St-Aubie s'était fait couper les cheveux. Les cheveux avaient été jetés à la poubelle. Mais il les avait récupérés et s'en était servi, avec des serviettes et des linges, pour faire croire qu'il était allongé dans son lit. Vers 14 heures, après une fouille complète, les agents confirment que St-Aubie n'est pas dans la prison. Aucun signe d'évasion n'est décelé. Il semble donc que quelqu'un l'ait aidé de l'intérieur. Les agents communiquent avec tous les gardiens de la prison, mais il n'y a qu'une personne qu'ils n'arrivent pas à joindre, une femme. Elle devient aussitôt le suspect numéro 1. En interrogeant les détenus et les agents, on apprend qu'elle et St-Aubie avaient tissé des liens intimes en se parlant à l'intercom. Monsieur St-Aubie conversait avec elle. Il l'écoutait et lui racontait sa vie. Lui-même lui faisait part des expériences et des injustices dont il se croyait victime de la part du système. Au départ, la gardienne de prison nie être impliquée dans l'affaire. Mais les agents la persuadent que St-Aubie est extrêmement dangereux et que s'il commettait un autre crime, elle en serait en partie responsable.
Elle révèle enfin que Saint-Toby prétend l'aimer et explique comment il s'est évadé. Il a dû passer par ici. Cet ascenseur est réservé aux employés et au personnel d'entretien. Les prisonniers n'ont pas le droit de l'utiliser. Il y a une porte de chaque côté. Il a fallu que la gardienne fasse monter l'ascenseur, qu'elle contrôle les deux portes à distance pour permettre à Saint-Toby d'entrer d'un côté pour ressortir de l'autre. Il suffisait qu'elle appuie sur une série de boutons. Elle a ouvert 5 portes sans jamais quitter son poste, permettant ainsi à Saint-Toby de sortir à pied, tout simplement. Mario Saint-Toby est en cavale une deuxième fois. Les forces de l'ordre de tout le pays sont sur le qui-vive. On appelle Cheryl Saint-Toby. Son pire cauchemar s'est réalisé. Son ex-mari s'est encore évadé de prison. Les agents craignent qu'ils s'en prennent à elle. Connaissant Saint-Toby et tout ce dont il était capable, je savais qu'on aurait du mal à le capturer de nouveau. Octobre 1998. Le tueur Mario Saint-Toby est de nouveau en cavale. Les agents du FBI et la police locale se mettent à sa recherche. Le fugitif a de l'expérience en la matière et ils craignent le pire. Je me disais que M. Saint-Toby avait sans doute beaucoup appris de sa première évasion. Que cette fois, il serait plus futé. Il avait réfléchi et avait eu le temps d'élaborer un plan. La gardienne de prison qui l'a aidé à s'évader informe le FBI qu'un ami de Saint-Toby à Atlanta pourrait lui procurer de faux papiers d'identité. Cette possibilité alarme l'agent spécial Larry Borghini. S'il parvenait à obtenir de tels papiers, il serait en mesure de voyager librement, même de prendre l'avion. Saint-Toby se trouve à quelques centaines de kilomètres de Cheryl, son ex-femme, et de leur fils. Pour une deuxième fois, on les place en garde préventive dans un endroit tenu secret. L'école primaire où Cheryl travaille comme aide enseignante et où son fils étudie est fermée et mise sous surveillance policière. L'agent spécial Mike Green travaille pour l'escouade des fugitifs à Atlanta. Il apprend que Mario Saint-Toby s'est encore évadé. Il appelle le bureau de Birmingham pour offrir son aide. J'ai laissé entendre à Larry Borghini qu'Atlanta était une destination idéale pour le fugitif, puisque c'est un grand centre urbain à proximité et que c'était facile de s'y cacher. Bien vite, un homme déclare avoir vu Saint-Toby. Il l'aurait emmené en voiture, tout près de l'autoroute 20. Ce qui constitue une mauvaise nouvelle. Les agents savent qu'une fois sur l'autoroute 20, Saint-Toby ne sera plus qu'à quelques heures de route de Cheryl. Le 13 octobre, 5 jours après la deuxième évasion de Saint-Toby, le FBI apprend qu'il envoie des lettres d'amour à la gardienne de prison. On a pu déterminer d'où elles avaient été postées. Saint-Toby a écrit une lettre de 4 pages où il explique qu'il se dirige vers Atlanta, où il tentera d'entrer en communication avec un certain individu qui pourrait lui procurer des pièces d'identité. « Tu me manques », écrit Saint-Toby. « Je me fais du souci pour toi, à un point tel que je suis tout à l'envers. » Tout porte à croire que Saint-Toby est réellement amoureux de la gardienne. Ses sentiments le poussent à commettre des erreurs. Très vite, Saint-Toby envoie une autre lettre à la gardienne. Cette fois-ci, M. Saint-Toby donnait beaucoup de détails sur ses activités. Il décrivait avec précision les endroits qu'il visitait. Il identifiait les individus avec qui il était en contact. Enfin, il donnait l'adresse d'une personne où l'agent de correction pourrait le joindre si nécessaire. Cette lettre offre beaucoup d'espoir. J'ai appelé l'agent Green à Atlanta.
Grâce à ces renseignements, il a pu mieux cibler les efforts de recherche dans la région d'Atlanta, plus particulièrement dans le secteur de Buford Highway. Le matin du 21 octobre, le FBI est prêt à passer à l'action. On a été informé qu'il allait travailler dans le nord d'Atlanta. Il avait été embauché comme ouvrier non qualifié pour faire des petits travaux de rénovation dans des résidences privées. L'agent spécial Green et Johnny Grant surveillent l'intersection de Buford Highway et Briarwood dans le nord d'Atlanta. Un autre agent ainsi qu'un policier sont aussi postés non loin de là. À proximité de Buford Highway, on a vu une camionnette qui correspondait à la description du véhicule de l'associé garé à une station-service. On a identifié l'associé qui parlait au téléphone juste à côté de la camionnette. Et à l'intérieur, du côté passager, il y avait Saint-Toby. L'agent spécial Green et Johnny Grant élaborent rapidement une stratégie. On userait d'un stratagème. On ferait semblant que mon véhicule était en panne. Je me suis garé sur l'accotement. Grant est sorti pour ouvrir le capot, comme si on avait des ennuis mécaniques. Ensuite, j'ai dit aussi fort que j'ai pu que j'allais utiliser le téléphone public. L'appel de Green détourne l'attention de Mario Saint-Toby juste assez longtemps pour que l'équipe de renfort entre en jeu. Quand il s'est rendu compte que l'équipe d'intervention était là, il avait le canon d'un fusil sur la joue. Les policiers se sont identifiés et lui ont ordonné de ne pas bouger. Il est resté immobile. Les agents le sortent de la camionnette et lui passent les menottes. Sous le siège, ils ont trouvé un sac à dos contenant un revolver de calibre 357 chargé, une boussole, un appareil photo, des gants et des couteaux. On conduit Saint-Toby au bureau du FBI à Atlanta. Devant un magistrat de la Cour fédérale, il renonce à son droit de contester son extradition en Alabama. On l'emmène à la prison du comté d'Etowah. En arrivant à l'établissement correctionnel, il y avait plein de gens dans la rue. Des employés, des citoyens, les médias. C'était les réjouissances. On avait capturé l'assassin, Mario Saint-Toby. Quelques jours plus tard, on transporte Saint-Toby à la prison fédérale de Talladega. Parmi les gardiens affectés à son étage, il n'y a aucune femme. À mon avis, jusqu'à son procès, Mario Saint-Toby était persuadé qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour retrouver sa femme et son fils et mettre à exécution les menaces qu'il avait proférées. En mai 1999, Mario Saint-Toby est jugé pour le meurtre qualifié de l'agent Keith Turner. Les procès de Saint-Toby et de Jeremy Granberry ont lieu en même temps, mais dans des salles d'audience distinctes. Durant le procès, Saint-Toby avoue avoir tiré sur l'agent Keith Turner. À la barre, il raconte le récit effroyable de l'homicide. Il invoque la légitime défense. He started backpedaling. I said, no. I said, no, stop. You know, like that. But he goes like this. When he went like that, I shot him right there in the vest. Well, I thought he had a vest on. Je doute qu'il croyait réussir à convaincre le jury. Mais par narcissisme, avec les caméras braquées sur lui, il a raconté ce qu'il voulait qu'on entende. He tried to get his weapon. I said, no, stop, bow. At that point, I figured he had drawn his weapon. He's coming up like this. I went like that. I started running. He popped up, bow, like that. Le 14 mai, Mario Saint-Toby est reconnu coupable de meurtre qualifié. Mario, what'd you get? Got a jet. That's it. Le 28 avril 2005, à 18h22, Mario Saint-Toby, âgé de 39 ans, est exécuté par injection létale. Il ne fait aucune déclaration. Après avoir vécu dans la peur pendant plus de 10 ans,
Cheryl St-Aubie peut enfin dormir tranquille. Son ex-mari ne sera plus jamais une menace pour elle et son fils. Les agents tirent une leçon tragique de la vie de Mario St-Aubie. J'ai toujours cru qu'il y a une frontière que tout le monde perçoit, et si on la franchit, la vie change pour de bon. À un moment donné dans sa vie, Mario St-Aubie a vu cette frontière et a décidé de la franchir. Qu'il s'agisse du vol à l'étalage ou de la violence envers sa femme. Mais en tout temps, il aurait pu faire marche arrière, tenter de reprendre sa vie en main. Mais il a choisi de ne pas le faire.